Quelle lecture faire du budget 2022 du Sénégal adopté récemment? COP26, quels sont les enjeux du sommet de Glasgow pour l'Afrique? Géopolitique, quels sont les dessous du sommet de Paris sur la paix et la sécurité? Pour en parler, l'Air du Temps reçoit ce dimanche El Hadj Alioune Diouf, professeur en économie internationale à l'UCAD et à l'ENA, et Seydina Alioune Ndiaye, macroéconomiste. L'Air du Temps, c'est ce dimanche 14 novembre à partir de 10h sur iRadio avec Alassane Samba Diop. Dimanche 14 novembre 2021, bienvenue à l'Air du Temps. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Le projet du budget du Sénégal est en cours. Depuis quelques jours, il y a une session ordinaire à l'Assemblée nationale. Les députés sont en train de voter budget par ministère. Le Sénégal projette un budget de plus de 5 000 milliards de francs CFA pour l'année 2021. Le ministère des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo, du budget, a révélé donc le projet de budget pour 2022, incluant l'amortissement de la dette, devrait s'établir à plus de 5 000 milliards de francs CFA, plus de 9 000 milliards de dollars américains. Devant l'Assemblée nationale, il a dit que lui, le budget a été triplé. Il s'est fait doublement de budget en 10 ans. Il est passé de 2012 d'un montant de 2344,8 milliards de francs CFA et il va s'établir à 5 000 milliards. Bon, merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Seydina, quelle lecture peut-on faire de ce budget déjà? Oui, merci beaucoup Alassane, je vous remercie pour cette invitation et je salue aussi mon grand frère El Hadj Alioune Diouf, avec qui j'ai le grand plaisir de partager ce débat-là. Donc, pour le budget, effectivement, vous avez raison. Le projet de budget, la loi de finances initiale a été déposée sous la table de l'Assemblée nationale. Et bientôt commencera ce qu'on appelle le marathon budgétaire en vue de cette adoption pour l'année 2022. Et c'est vrai que il y a quelques éléments de langage qui ont été fournis par le ministère des Finances et du Budget, mais en tant que macroéconomiste, je me dois de rétablir certains faits pour informer l'opinion, pour qu'on puisse avoir un débat sur des choses factuelles. Donc factuellement, le budget en termes de recettes, c'est 3 611 milliards de recettes et 4 395 milliards de dépenses. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un budget, c'est une prévision de recettes sur des engagements de dépenses. C'est-à-dire que moi, je m'attends l'année prochaine à avoir tant, sachant que mes dépenses déjà connues sont de l'ordre de temps. Maintenant, quand vous prenez les recettes de 3 611 milliards et les dépenses de 4 395 milliards, la différence, c'est ce qu'on appelle le déficit budgétaire. Et cette année, il est de 784 milliards. C'est-à-dire qu'entre ce que l'État collecte et ce que l'État va dépenser, on collecte moins que ce qu'on va dépenser. Donc, on a un déficit budgétaire de 784 milliards. Maintenant, la particularité de ce budget-là, et je pense que ce sera le fil conducteur de mon analyse, c'est que c'est un budget où, très clairement, on sent que les gens ont décidé de laisser filer la dette. Et là, je vais vraiment m'expliquer. Ils vont s'endetter. On va beaucoup s'endetter parce que cette année-là, le Sénégal doit rembourser en principal la dette à laquelle il avait souscrite, qui est d'un montant de 804 milliards. Et ce montant-là, il y a un canevas juridique qui fait qu'il n'est pas comptabilisé dans le budget. C'est pour ça que l'élément de langage du ministère des Finances et du Budget, il s'appuie sur une analyse comparative. Parce qu'en 2000, le président Wade avait un budget à peu près de 500 milliards qu'il a trouvé et il l'a amené à 2500 milliards à peu près. Donc ça fait presque 5 fois le budget qu'il avait trouvé ici. Maintenant, le ministère des Finances et du Budget veut communiquer en disant qu'en 10 ans, ils ont doublé le budget, alors que le président Wade l'avait multiplié par 5. Déjà, ce n'est pas comparable. Ensuite, il précise bien que dans la nouvelle loi organique relative aux lois des finances, le remboursement du montant principal de la dette sort du budget, n'est plus budgétisé, mais maintenant passe en charge de trésorerie. Et ça, c'est l'article 28 de la loi 20-07 du 26 février 2020. Et cette loi organique-là, qui organise l'élaboration du budget, sort le montant principal du budget. Ce qui fait que le budget, techniquement, n'est pas un budget de 5160 milliards. Ça, c'est un premier fait qu'il faut rétablir. Ou, si on intègre le montant principal, alors là, notre déficit budgétaire exploserait, ce qui est le cas, et il se situerait à 1643 milliards. Parce que quand vous prenez les
784 milliards de déficit et les 804 milliards de remboursement de dette montant principal, et plus les autres charges liées un petit peu à l'environnement des encours, ça fait 1643 milliards de déficit. Et là, ça serait autour de 9,5%, ce qui exploserait le plafond communautaire avec la CDE, avec l'UEMOA, qui préconise justement un niveau de déficit à hauteur du PIB qui soit de 3%. Mais toujours est-il que, en l'état actuel du budget, et ça c'est vraiment la première analyse avant d'entrer après dans le très fond du budget pour bien expliquer les choses, et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'axe fondamental de mon intervention, c'est qu'on est dans un budget où on va laisser filer la dette. Et juste un dernier chiffre, le Sénégal, l'année prochaine, en 2022, chaque jour, va payer 3 milliards de dettes. La dette a été posée sur la table. On a même vu le président de la République et d'autres porter ce plaidoyer en disant qu'il faut effacer la dette de l'Afrique, en donnant comme argument la Covid qui est là. Et certains estiment qu'aujourd'hui, les pays européens, eux, s'endettent comme ils veulent. Ils veulent freiner les pays africains dans l'endettement. C'est un débat qui se pose. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Alassane. Je salue mon jeune frère Seydina Alioune Ndiaye. Et comme il l'a dit, je suis très content aussi de débattre avec lui. C'est toujours un plaisir de répondre à tes invitations, Alassane, parce que les questions que vous posez sont des questions qui nous concernent tous et qui nous intéressent tous et qui concernent l'avenir du pays. Effectivement, la question de la dette est un problème qui se pose depuis un certain nombre d'années. Et nous sommes un peu inquiets face à justement cet endettement qui continue et qui risque d'hypothéquer le futur des générations futures. Il serait important que cette dette serve à investir dans des domaines qui vont structurer nos économies, qui vont permettre l'industrialisation de nos économies, qui vont permettre le développement effectivement de nos économies. Mais donc le problème, c'est pas l'endettement, c'est est-ce que cet endettement est utile? Est-ce qu'il peut créer quelque chose de richesse? L'utilisation de cette dette, parce qu'on sait que des pays comme le Japon ou la France sont, du point de vue du ratio dette PIB, sont beaucoup plus endettés que nous. Mais l'argent est investi utilement. Les pays continuent de s'endetter. L'Amérique, c'est pareil. Mais c'est que le problème que nous avons chez nous, justement, et qui fait le vrai problème dans notre pays, c'est l'utilisation de cette dette. C'est les domaines dans lesquels nous investissons. Nous attendons à avoir un pays industrialisé. Nous souhaitons que cet endettement puisse contribuer à moderniser l'agriculture, à développer l'agriculture, à transformer nos ressources humaines, à transformer nos ressources du sous-sol, à transformer nos ressources minières. C'est à cela que nous nous attendons. Mais nous n'attendons pas des dépenses de prestige, des investissements dans des infrastructures de prestige. Et on peut estimer tout de même qu'il y a des efforts à faire dans ce sens-là. Mais il ne s'agit pas de chercher les solutions de facilité consistant à demander l'annulation de la dette. On parle de la dette vis-à-vis de la Chine aussi. Mais je pense que quand vous investissez, quand vous faites un pont à Foundiougne, par exemple, qui va désenclaver cette zone, oui, on parle de ce genre d'investissement. Quand vous investissez dans la terre pour avoir une autosuffisance, oui, on est preneur pour ce genre d'investissement. Quand vous enrayez les écoles, les abris provisoires, oui, nous sommes d'accord. Quand vous fournissez l'eau dans tous les ménages, dans toutes les familles, au niveau de tous les villages, l'électrification, les centres de santé, les hôpitaux, voilà ce qu'on attend des investissements, de la destination des investissements et de cette dette. Si c'est dans ce sens-là, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, outre mesure, mais je pense qu'il faudrait prendre un peu plus au sérieux les désirs des populations africaines et des populations sénégalaises particulièrement, en ciblant des investissements dans des secteurs qui vont entraîner la croissance économique de nos pays. Ouais. Mais est-ce que quand on lit la nomenclature du budget du Sénégal, on se rend compte que le budget effectivement va là où les secteurs sont prioritaires, les secteurs d'investissement qui permettent le pays de sortir de la pauvreté?
Alors ça, cette réponse-là, elle se trouve normalement dans ce qu'on appelle les lois de règlement, parce qu'il y a la loi de finances initiale, éventuellement une loi de finances rectificative au cours de l'année. Mais après chaque exécution budgétaire, il y a la loi de règlement. Et ça, c'est le travail de la Cour des comptes de publier une loi de règlement pour bien situer l'effectivité des dépenses qui ont été votées et pour voir quelle a été leur efficacité économique. Et depuis plusieurs années, la Cour des comptes... Et bien sûr, ça vous le savez... n'a pas fait son travail. Elle fait son travail, mais avec un peu de retard. Par exemple, la dernière loi de finances, la dernière loi de règlement qui a été votée, etc., le travail qui a été fait, elle date de 2018, alors que maintenant, on y va sur 2022. Voilà. Peut-être qu'il y a une asymétrie de la vitesse entre les lois de finances initiales ou rectificatives et les lois de règlement qui fait que... Ce qui n'est pas normal. Peut-être qu'on n'a pas assez de recul pour juger de l'efficacité économique des postes budgétaires et surtout du budget qui est voté d'année en année pour s'assurer. Parce que je voudrais revenir sur un point très important qu'a abordé tout à l'heure le doyen Diouf, c'est que la dette pour la dette n'est pas une chose mauvaise en soi, ni bonne en soi. Mais quand je m'endette, ça doit être sur des projets dont le retour sur investissement me permet de payer la dette et surtout d'engranger un bond économique. C'est ça le principe. Par exemple, moi je donne un exemple. L'année prochaine, on a un déficit de financement de presque 1643 milliards. Et ça, c'est ce que dit la loi de finances en sa page 41. Maintenant, comment couvre-t-on ce déficit-là? La réponse, elle est simple. Pas encore de la dette. C'est qu'on a de la dette qui arrive à échéance et on n'a pas de quoi payer et on va encore s'endetter. On va encore s'endetter. Emprunt projet, je vois ici 580 milliards. Autre emprunt, 723 milliards. C'est-à-dire qu'on avait emprunté de l'argent avec un montant principal de 804 milliards. On est arrivé à échéance 6 ans, 7 ans après. On n'a pas d'argent à payer. Pour payer ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va alors encore emprunter de l'argent sur les marchés financiers régionaux, internationaux, par les eurobonds, les obligations assimilables du Trésor, les bons du Trésor. Mais on va encore emprunter pour payer une dette. Et ça interroge aussi la soutenabilité de la dette. Est-ce que la dette au Sénégal est soutenable? Après, on y reviendra. Quel est le stock réel de la dette au Sénégal par rapport au PIB? Et ça aussi, on doit une vérité des chiffres. Parce qu'on ne peut pas se permettre à chaque instant d'avoir... Cette fois-ci, on a l'ISPE, l'Institut de soutien à la politique économique, avec le FMI. Des fois, on a l'ICPE, l'Institut de coordination. C'est des changements de slogan. Mais il faut qu'on n'insulte pas l'intelligence des Sénégalais. Parce qu'il y a des Sénégalais capables quand même de lire les nombreuses pages de la loi des finances et de comprendre très bien que de 2021 à 2022, on a un bond du service de la dette de 30%. En 2021, on était à 619,32 milliards en termes de remboursement de principal. En 2022, on sera à 804 milliards. Mais est-ce qu'on peut se demander où sont passés ces 30%? Est-ce que cet argent a été judicieusement utilisé dans l'économie sénégalaise? Qu'est-ce que cet argent a généré en termes de bénéfices pour le pays? Oui, c'est un vrai problème parce que si vous voyez un peu les revendications des travailleurs, des syndicats de travailleurs, les revendications de certains hommes politiques, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de déficits dans le pays, il y a beaucoup de problèmes dans le pays. Si vous voyez les revendications, par exemple, des syndicalistes de la santé, vous voyez aussi qu'il y a un déficit d'investissement dans des secteurs sociaux de base très, très, très important. Donc, on se pose la question de savoir, est-ce que vraiment cet argent a été bien investi? Il est vrai qu'il y a quelques éclaircies ici, mais je doute fort que cet argent ait été judicieusement utilisé. Et normalement, c'est l'Assemblée nationale qui doit faire ce travail de contrôle. Il faut qu'il y ait ce débat-là. Les députés qui ont voté le budget doivent contrôler a posteriori est-ce que ce qu'ils ont voté est effectivement arrivé à bon port. Le ministre des Finances fait sa déclaration au niveau de l'Assemblée nationale et très souvent, on revoit les mêmes discours des années passées. Et même sur les chiffres, vous vous rendez compte que parfois même on a fait du copier-coller. Il y a des choses qui demandent à être un peu étudiées plus sérieusement. Même cette fois-ci, cette année, vous vous rendez compte que vous verrez que dans les chiffres qu'on donne, il y a beaucoup d'incohérences. Il y a des incohérences sur, par exemple, les réalisations. Quand on dit, par exemple, qu'on a fait
tant de villages, 2600 et quelques villages électrifiés, dont 400 et quelques par an, vous posez la question de savoir comment on peut arriver à de tels chiffres. Sur 8 ans ou 9 ans, quand même, si vous faites 450 par mois, ça voudrait dire au minimum vous êtes entre 3000 et quelques, 3600 et quelques villages. Donc, il y a des incohérences comme ça qui parfois posent problème. Si vous allez regarder dans les faits, comme il le dit, si vous allez par exemple à Diamniadio, vous verrez qu'il y a beaucoup de chantiers qui sont à l'arrêt. Ça, c'est des choses qu'on voit. Dans le domaine, par exemple, agricole, vous voyez aussi, on parle parfois de beaucoup d'investissements et même on parle parfois de chiffres qui sont remis en cause par certains spécialistes. Donc ça, c'est des sérieux problèmes. Et ça date pas d'aujourd'hui. C'est parce qu'il n'y a pas de suivi. On se souvient du maïs qui était abondant et même des Égyptiens qui sont venus au Sénégal pour acheter le maïs et on a parcouru tout le pays, on n'a rien vu. C'est comme avec le riz aussi, on a dit que il y a eu des périodes, on a atteint l'autosuffisance, on a fait plus d'1 million de tonnes de riz, alors que tel n'était peut-être pas le cas. Parce que si on voit les chiffres des importations, on se rend compte que peut-être les chiffres qu'on avait n'étaient pas très fiables. Est-ce qu'il n'y a pas un problème réel de statistiques et surtout d'évaluation, de suivi? On le dit, on parle de la pertinence des statistiques au Sénégal, surtout les statistiques agricoles, les statistiques de production. Au Sénégal, au lieu d'évaluer chaque fois la production agricole de l'année passée, on est sur des projections. On est toujours sur des projections. Mais on n'évalue pas qu'est-ce qui a été fait. Et c'est ça qui me semble important, l'évaluation des politiques publiques et des actions publiques. C'est ça qui nous permet de savoir que notre argent a été vraiment utilisé dans tel secteur ou tel autre secteur. Et cela ne se fait pas. Cela ne se fait pas. Et ça pose le problème vraiment de la destination justement de cet argent-là. Est-ce que c'est un problème de suivi et d'évaluation qui se pose dans ce pays? On dit par exemple qu'on a mis 50 milliards dans telle université. Est-ce qu'effectivement les 50 milliards au franc prêt ont été mis ou pas? Parce qu'il n'y a personne derrière qui suit. On peut donner l'argent à un entrepreneur qui se fait la malle. Bien sûr. Je pense que vous faites allusion à l'université là qu'on avait donnée à Big Togo, ivoirien, et puis après on s'est rendu compte, même le président de la République a repris ce marché-là pour donner ça à un groupe. Non, je suis parfaitement d'accord avec vous que niveau suivi évaluation, il y a beaucoup de travail qui reste à faire, parce que il faudrait que au-delà du fétichisme des chiffres, qu'on regarde si dans la réalité même il y a la matérialité des décisions qui ont été prises. Mais pourtant, moi je pense qu'on a tout le corpus pour le faire. Actuellement, on est dans la gestion axée sur les résultats. Il y a des réformes budgétaires avec les budgets programmes qui justement sanctuarisent l'effectivité des dépenses qui sont inscrites au sein du budget. Il y a tout ce qu'il faut pour le faire. Mais il y a toute la littérature. Oui, non, c'est ce que je veux dire. Je veux dire que tous les outils juridiques et de suivi et évaluation sont là. Il y a rien à inventer, mais il faut juste avoir la volonté politique et surtout la volonté intellectuelle de faire le travail qu'il faut faire, et surtout que les gens à qui ce travail-là est confié, qu'ils puissent le faire très, très, très franchement. Tout à l'heure, l'exemple très parlant de Doyen sur les projections par rapport aux chiffres réels des campagnes agricoles, ça c'est un vrai sujet sur lequel il faut qu'il y ait un débat, parce qu'on peut projeter avoir 1 million de tonnes pour cette année-là. Maintenant, une fois la récolte terminée, il faut avoir des statistiques qui permettent de contrôler ça et puis d'avoir un gap éventuellement, ou bien d'avoir quelque chose qui puisse permettre d'orienter les choses, parce que c'est ça surtout le but. Et vous savez, quand un pays en est réduit à emprunter pour payer une dette, ça veut dire qu'il y a un vrai souci. Et le Sénégal ne peut pas faire l'économie, et ça je le dis ici à multiples reprises, d'une vraie politique industrielle. On peut essayer de faire la politique de l'autruche, de mettre la tête très profondément dans le sable en disant que ouais, il n'y a aucun problème, mais on ne va pas s'en sortir sans industrie, parce qu'on est dans une économie duale. Une économie duale, selon les économistes, c'est un secteur primaire qui emploie beaucoup de personnes, qui est très peu productif, et ça, on a déjà donné les chiffres. Ensuite, vous avez une économie de services qui emploie peu de personnes,
mais qui produit la majorité de la création de richesse dans le PIB. Et entre ces deux-là, il y a le secteur secondaire qui est l'illupécient, où il n'y a rien. Il n'y a pas d'industrie, on ne transforme pas. Alors que le Sénégal est un grand paradoxe économique. On a une surabondance de matières premières. Non transformées. Mais c'est ça qui fait qu'on ne crée pas de la valeur ajoutée. Moi, par exemple, quand je viens, je vous emprunte 1000 milliards que je dois mettre sur des projets. Et je dois vous rembourser chaque année, je vous rembourse des intérêts. Et au bout de 7 ans, je vous donne le montant principal. Je vous ai emprunté 1000 milliards. Mais je dois m'assurer d'investir les 1000 milliards sur des projets qui, annuellement, vont me donner un taux supérieur au taux de ton intérêt. Si jamais c'est de 10%, mais je dois mettre ça sur des projets qui me génèrent minimum 20% de taux d'intérêt, de taux de rentabilité interne. Et surtout, à la fin du projet, je dois pouvoir dégager assez de marge de manœuvre pour vous rembourser les 1000 milliards. Mais c'est ça qu'on ne fait pas. Et ça, c'est très simple. Et ça, la seule panacée, c'est la politique industrielle. Moi, je vous pose la question, pour investir un peu le rôle. Vous êtes un grand journaliste de plus de 30 ans d'expérience. Maintenant, Alassane, depuis 10 ans, quelle est la politique industrielle de l'État du Sénégal? Ah, je sais pas. Quelle est la politique industrielle de l'État du Sénégal dans le oil and gas, à l'aune du bouleversement à la macroéconomique phénoménal que le Sénégal va vivre d'ici 2023? Quelle est la politique industrielle de l'État du Sénégal dans l'artisanat? Quelle est la politique industrielle de l'État du Sénégal dans le maillage territorial? Quelle est la politique industrielle du Sénégal dans actuellement la gentrification qu'on est en train de voir à Dakar? Quelle est la politique industrielle du Sénégal dans le développement des pôles périphériques au niveau de la zone de Dakar avec un exode rural très massif qui est un grand phénomène de long terme? Quelle est la politique industrielle du Sénégal dans le financement des PME? Quelle est la politique industrielle du Sénégal dans l'appropriation d'un bon système bancaire qui puisse permettre de financer l'économie? Tout ça, c'est des questions qui sont là, auxquelles on ne s'adresse pas, et on aimerait, comme l'autruche, mettre la tête profondément dans le sable en disant que tout va bien, on va encore s'endetter, on va faire des budgets de 5 000 milliards, 4 000 milliards, 3 000 milliards, mais on tourne en rond. Je rappelle que vous suivez L'Air du Temps qui reçoit Elhadj Alioune Diouf, qui est professeur d'économie internationale à l'UCAD et à l'ENA, et Sidina Aliou Ndiaye, qui est macroéconomiste. Professeur, l'industrialisation, c'est une question fondamentale. Beaucoup ont écrit sur ça. Même le professeur Moustapha Kassi a écrit un grand livre sur l'industrialisation du Sénégal. Mais le constat qu'on fait, c'est que les produits les ressources du Sénégal ne sont pas transformées. Vous allez au Burkina Faso aujourd'hui, vous êtes frappé par le port du vêtement, des Fonds Dani. Tous les Burkinabés portent le coton qu'ils cultivent. Et l'argent reste dans le pays. Et même les fruits au Burkina Faso sont transformés par une usine sur place installée. Alors que nous, on a les produits qui sont un peu de la Turquie, le jus vient peut-être de la Chine, même le cure-dent vient de la Chine, 6000 km. Oui, c'est un problème qu'on ne peut pas expliquer, d'autant plus que depuis les années 60, au Sénégal, de grands savants, dont Cheikh Anta Diop, avaient élaboré un ensemble d'indications permettant réindustrialisation de l'Afrique. Vous savez que Cheikh Anta avait divisé l'Afrique en 12 régions, et donc la région du Sénégal, du Mali, devait justement s'occuper un peu de certaines usines, transformation de la forêt et certaines usines chimiques, réparation des navires, etc., etc. Et le problème qu'on a dans nos schémas, on a entendu la nouvelle politique industrielle du Sénégal. Aujourd'hui, il y a les zones économiques spéciales, il y a les zones franches. Mais le problème que nous avons dans toutes nos politiques, qu'elles soient agricoles, industrielles, c'est que nous n'avons pas d'indicateur de résultat. Rien ne nous permet, dans le budget d'aujourd'hui, de mesurer. Vous dites que vous voulez avoir 1 million de tonnes à la fin de l'année, à la fin de cet hivernage. Pour cela, on va dire il faut combien d'hectares, il faut combien de tonnes de semences, il faut combien de tonnes d'engrais, et nous assurer que ça s'est mis en place. À partir de ce moment, on peut prévoir qu'on va atteindre le 1 million de tonnes. Mais vous pouvez avancer des chiffres et dire que je vais faire ceci, et vous ne le faites pas, et personne ne peut le contrôler.
Regardez, chaque année, vous entendez des paysans se plaindre sur l'engrais, sur la qualité de l'engrais, sur la qualité des semences qui ont été données. Il y a eu des années même, on te dit, on remet en cause véritablement la semence qui a été donnée. Une politique industrielle découle d'une volonté nationale. C'est-à-dire qu'ici, il s'agit d'un engagement de toute la nation. Le premier responsable de la politique industrielle, c'est l'autorité suprême de ce pays. C'est l'autorité suprême de ce pays qui doit réunir l'ensemble des ressources humaines de ce pays et indiquer une direction et pousser tout le monde à aller dans ce sens et mettre les moyens qu'il faut pour aller dans ce sens-là. Vous avez raison de dire que pour cela, il faut casser les lobbies qui sont accaparés des pans inquiets de l'économie sénégalaise. Vous savez bien dans le domaine de l'arachide, combien certains marabouts aujourd'hui qui sont n'incultivés de rien du tout, qui ont des semences et qui capturent toutes les économies. C'est ça le problème fondamental. OPS. Avoir le courage de casser les lobbies qui sont accaparés de l'économie sénégalaise. Dans tous les compartiments. Non, je ne crois pas. Ah oui? Non, je ne crois pas. Pourquoi? Parce que la question de fond, c'est pas comment on produit l'arachide, mais quelle est la destination de cet arachide. Nous nous contentons, nous sommes satisfaits que la Chine nous achète cet arachide. C'est cela qui ne doit pas. On doit dire aucune ressource minière, agricole ne doit sortir de ce pays sans être transformée. À partir de ce moment, nous transformons nous-mêmes notre arachide. On peut le faire au niveau de la paysannerie. Il y a eu des expériences que nous avons menées. L'ETA a montré qu'on peut enlever ce qu'on appelle l'aflatoxine par l'atapulgite. Donc il y a des procédés qui peuvent permettre de transformer justement cet arachide, et même au niveau artisanal. Mais là, au niveau industriel, quand même, c'est la Sonacos qui importe l'huile de soja, qui a amené l'huile végétale ici pour concurrencer, pour en fait exporter son huile d'arachide. Les choses ont commencé par là. C'est nous-mêmes qui avons commencé à amener l'huile de palme, l'huile de soja ici. De bien moindre qualité que l'huile d'arachide. Pour maximiser nos bénéfices et exporter justement notre arachide de manière brute d'ailleurs, l'exporter, l'arachide brut, et l'exporter en Europe pour gagner encore beaucoup plus. Je pense qu'il y a des questions comme ça qu'il faudrait qu'on puisse résoudre. Mais on ne peut pas écarter la question des lobbies. Oui, je veux dire, on ne peut pas écarter la question des lobbies. Ça pose un autre problème. C'est-à-dire le travail, les marabouts qui ont des terres et peut-être qu'ils ne cultivent pas. Oui. Ça, c'est un vrai problème qui peut même empêcher l'industrialisation. Si vous allez par exemple dans le Wallo pour faire du riz, on peut supposer qu'il y a des endroits où il est très difficile pour un industriel de venir simplement s'implanter pour faire une culture industrielle parce que, soi-disant, c'est les populations autochtones qui disposent de ces terres. Mais quand il s'agit effectivement de familles, disons, maraboutiques ou religieuses, on se rend compte qu'ils peuvent avoir justement ces terres-là. Il faudrait que la terre soit à ceux qui la travaillent. Si des marabouts arrivent aussi à faire ce travail-là, je pense qu'il est bon. Moi, je pense que c'est le contraire. Il faut convaincre les marabouts d'investir dans le domaine agricole et de réussir à combler justement tous les déficits que nous avons. Il faut convaincre les privés sénégalais pour qu'ils puissent investir, mais il faut les protéger. C'est peut-être ce que certains même appellent de manière un peu facile le nationalisme économique ou le patriotisme économique. Oui, mais vous ne pouvez pas vous dire, vous allez vous intégrer et parler de patrie, parler de nation. Il serait peut-être plus intéressant d'essayer de s'industrialiser au niveau sous-régional ou en tout cas au niveau continental. Mais au moins au niveau sous-régional. Je ne crois pas que le Sénégal soit viable du point de vue industriel. Mais le Sénégal, avec les pays, par exemple, francophones de l'Afrique de l'Ouest ou les pays de l'UEMOA ou les pays de la CEDEAO, on peut, vous parliez du coton, 97% du coton africain est exporté, alors qu'en Europe, c'est 20% du coton qui est exporté. Les marchés agricoles mondiaux sont des marchés d'excédent. Personne ne produit des
produits agricoles pour le marché international. Non. C'est pour fournir ces usines. La demande intérieure d'abord. La demande intérieure. Il nous faut créer un marché intérieur. Ça, on le dit depuis des années. Je pense que tout pays qui se respecte doit avoir son propre marché intérieur. Et c'est cela qui permet de pouvoir s'industrialiser. Parce que l'industrie va pouvoir s'adosser sur une demande pertinente, sur une demande intéressante. Nous avons en Afrique plus de 300 millions de classes moyennes. Donc il y a des industries qui sont viables en Afrique. Vous avez raison de dire que, regardez le ditar ou plutôt l'autre, le fruit vert là. La mangue. C'est le ditar, c'est le ditar. Oui. Le moringa. Le ditar, le moringa. Mais le ditar, ça devrait être un jus extraordinaire. Aujourd'hui, il y a des jus de ditar qui nous viennent de Dubaï ou des Émirats. C'est inacceptable. Même du tamarin. C'est inacceptable. Vous avez des fruits de la passion, vous avez le bouilli, vous avez on a toutes sortes de fruits tropicaux. Ici, l'ambassadeur des États-Unis, il y a un ancien ambassadeur des États-Unis qui se mettait à énumérer l'ensemble des produits de la cueillette, les produits locaux, ce qui montre que nous avons d'énormes potentialités. Et c'est là où, en tout cas, moi, je pense que nous avons failli, nous avons fait échec. Je pense qu'on parle depuis des années de transformation structurelle de l'économie, mais on n'a pas donné un seul exemple, vraiment, d'une transformation structurelle de l'économie. Même le bissap. Il y a beaucoup de Sénégalais qui sont devenus des milliardaires en exportant le bissap aux États-Unis ou au Canada. On exporte le bissap. Et pourtant, on n'est pas capable aujourd'hui de faire... transformer sur place. La chaîne de valeur. Même le poisson. CNN depuis des années. Même le poisson qui est très facile à transformer ou à fumer, même ça, nous n'arrivons pas à le faire. C'est incroyable, c'est inacceptable. Mais c'est des questions sur lesquelles je pense qu'on peut parler d'échec. Mais ces questions continuent aujourd'hui parce qu'il y a eu les enjeux de COP26 à Glasgow, où aujourd'hui l'accord qui a été adopté est largement insuffisant, selon beaucoup, pour limiter à 1,5% de la hausse globale des températures. Les demandes de financement des pays pauvres qui en subiront plus les effets ont été écartées, comme on a dit. Et certains estiment que c'est un débat idéologique, que l'Europe s'est développée avec les industries fossiles, qu'aujourd'hui qu'on veut empêcher aux pays africains d'exploiter ces industries sous prétexte de changement climatique. Alors, juste pour abonder dans le même sens que mon prédécesseur, tout ce qu'il décrivait tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle en économie le paradoxe de l'abondance. Donc, on peut être très riche et être très pauvre. Malheureusement, c'est ça qui nous frappe. Maintenant, concernant l'enjeu climatique, moi, je suis plus nuancé que ça. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une seule et même planète. Et actuellement, l'activité anthropique, l'activité humaine a fait que de 1900 jusqu'à nos jours, la température terrestre a globalement beaucoup trop cru pour assurer la pérennité de l'espèce humaine. C'est ça le changement climatique. C'est-à-dire que d'ici 2050, si la hausse du CO2 dans les gaz à effet de serre est au-dessous de 2%, ça va créer beaucoup plus d'inondations, d'ouragans, de cyclones, de pertes des récoltes. Et les conséquences seront partagées à l'échelle du monde et les conséquences seront très fâcheuses. Et d'ailleurs, l'Afrique, actuellement, qui a une position très très petite, l'Afrique contribue à hauteur de moins de 4% des émissions de CO2, mais l'Afrique serait durement frappée. Tout un chacun ici a constaté les changements climatiques. Maintenant, la saison des pluies qui a beaucoup bougé, la saison des sèches aussi pareil, avec les criques pèlerins, les pics de chaleur. Les pics de chaleur, justement, la hausse du niveau des mers, l'érosion côtière, qu'au Sénégal, on connaît très bien avec toute notre côte là, de 700 km. Donc, tous ces enjeux-là, moi, je suis d'avis que le changement climatique est un défi par rapport à l'espèce humaine. Maintenant, comme face à un problème, il faut qu'on ait une bonne stratégie. L'Afrique n'est pas vraiment responsable du changement climatique. C'est pour ça qu'il faut que l'Afrique fasse le plaidoyer d'un accompagnement vers la transition énergétique. Et pour ça, à l'accord de COP21 en 2015 à Paris, il y avait un engagement très fort des pays de l'OCDE. Qui n'est pas respecté. Ouais, qui n'est pas respecté, puisqu'ils avaient promis d'investir 100 milliards de dollars par an pour aider les pays africains à faire une transition écologique. Transition écologique, ça veut dire très simplement, pour l'État du Sénégal, on a une centrale à charbon ici. On sait que le charbon est très pollueur. Transition énergétique, c'est nous permettre d'avoir X centrales solaires qui peuvent nous permettre d'accompagner l'électrification rurale en même temps d'abandonner ce projet-là. Transition écologique, ça veut dire avoir les moyens pour faire du gaz to power.
pour que quand on commencera l'exploitation du gaz, qu'on puisse fournir beaucoup plus d'énergie à un coût moindre. Parce que ça va réduire les facteurs de production, justement, qui entrent en compte dans la compétitivité du pays. Donc, le changement climatique est très important. Et moi, je ne suis pas d'avis qu'il faut juste jeter le bébé avec l'eau du bain en disant que, écoutez, la France, les pays de l'OCDE sont développés avec des centrales à charbon, ils ont pollué l'atmosphère, maintenant, nous, on va y aller, ils nous disent non, il ne faut pas y aller, etc. Pour moi, le curseur du plaidoyer doit être mis sur l'accompagnement vers la transition énergétique, en alliant les énergies vertes, etc. Et pour ça aussi, il y a des modalités de financement, comme les green bonds, les obligations vertes, actuellement, où c'est un marché qui est très florissant. Mais l'Afrique, actuellement, il y a presque rien. Chaque année, il y a plus de 300 milliards de dollars d'obligations vertes, c'est-à-dire des obligations qui sont adossées à des projets bas carbone, qui sont émises. Mais malheureusement, l'Afrique ne prend pas encore ce chemin-là. Et surtout, la part qu'on doit recevoir du Fonds vert climat encore est très congrue. Et ça, c'est des axes de travail sur lesquels on peut vraiment faire le plaidoyer, même si les gens ont un avis mitigé sur le résultat de la COP26 là, à Glasgow. Mais ce n'est pas le moment de laisser. Oui. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Parce que demain, quand on aura la hausse du niveau de mer, quand on aura des sécheresses, des pics de chaleur, des inondations, de la pluviométrie hors contrôle, nous, on est très très mal lotis pour y faire face. Hein. Et surtout, tout ça, après, ça crée des crises cycliques, comme la crise migratoire. Parce qu'à un moment donné, les pêcheurs, pourquoi? Font partie des raisons pour lesquelles ils prennent les pirogues pour aller en Europe. Parce qu'actuellement, il y a la hausse du niveau de mer, il y a des problèmes. Il y a l'érosion côtière, actuellement, le poisson, il fuit, il y a etc. Donc, c'est tout un ensemble de problématiques très importantes sur lesquelles il faut bien réfléchir et ne pas vraiment de revers de la main dédaigner la question en disant que les autres se sont développés, nous aussi on va faire pareil. Quoi. Oui, mais certains dénoncent le fait que les engagements n'ont pas été respectés. On demande à l'Afrique de rester dans une transition écologique et transition vers l'énergie verte tout en ne finançant pas. Exact. Et qu'elle n'est pas elle qui pollue. Exact. Et même, il faut faire très attention. Parce qu'avant, ils ont commencé par dire charbon, maintenant c'est énergie fossile, c'est-à-dire pétrole et gaz. On a vu que certains pays se sont engagés dans ce qu'on appelle BOGA, Beyond Oil and Gas, et dire aujourd'hui qu'il faudrait s'engager même à ne plus financer des investissements dans le domaine justement de cette énergie fossile, qui fait 80%. Le charbon, c'est 30%. Mais il y a des pays aujourd'hui, comme la Chine et l'Inde, hier, juste avant la déclaration finale, ces pays ont demandé à ce qu'on revoie la question. C'est ça. Parce que c'est le processus de décision. C'est le consensus. Dès qu'un pays lève la main pour dire je ne suis pas d'accord, on est obligé de l'écouter et de revoir la déclaration qui puisse permettre de le satisfaire. C'est ça. C'est ça qui fait que nous devons comprendre une chose. C'est Hobbes qui disait que il y a plus de 200 ans, hein, les Anglais, les Français, les Européens vivaient une civilisation sale, bestiale, vile, etc., etc. Mais mais c'est peut-être parce que pendant 200 ans, ils ont investi dans la croissance économique, donc dans les énergies fossiles, dans l'électricité, qui a permis à ces pays d'atteindre aujourd'hui le niveau de développement qu'ils ont pour commencer à dire qu'il faut réduire et la Norvège est citée comme étant un pays paradoxal. La Norvège qui exploite son pétrole pour créer un fonds pour le futur et qui est le champion de transition énergétique. Mais en continuant à puiser son pétrole. Le Danemark, Danemark est le premier producteur de pétrole en Europe. Et le Danemark fait partie justement de ces pays, de cette nouvelle alliance. D'ailleurs, c'est des accords, disons, c'est des alliances plurilatérales. Ce n'est même plus le multilatéralisme, c'est-à-dire c'est 20 pays, 10 pays qui s'entendent pour essayer de dire oui, il faut qu'on réduise les énergies fossiles, d'autres disent qu'il faut qu'on réduise le charbon. Et il y a un vrai problème. C'est ce que Seydina a posé, la question de la transition énergétique. Le coût de cette transition énergétique. C'est un vrai problème. Pourquoi? Parce que les investissements dans ce domaine pour assurer la transition énergétique ne sont pas rentables. Sont beaucoup moins rentables, justement. Et ça posera un certain nombre de problèmes parce que c'est des rentabilités de 5%, 1%, alors que le retour sur investissement aujourd'hui, en tout cas dans le monde, tourne autour de 10, 12,
etc. pour ça. Et ensuite, la banque, par exemple, les grandes banques se sont engagées pour dire qu'on mettrait, 130 000 milliards de dollars, mais même 100 milliards, on n'arrive pas à avoir. Et si on ne met pas les 100 milliards dès maintenant, d'ici 2030, ça va faire minimum 300 milliards. En 2050, ça va faire 500 milliards. Donc, moi j'ai l'impression que il y a des pays dont la tête peut-être est sortie un peu de l'eau, et qui veulent demander à tous les autres pays qui ont tout leur corps encore dans l'eau d'abandonner toute possibilité d'émerger. De remonter. Toute possibilité de remonter. C'est quelque chose qui va pas marcher. Il nous faut des accords multilatéraux. Il nous faut des engagements, des accords basés sur des règles, sur des lois. Ce qu'on entend là actuellement, ce qu'on a entendu à Glasgow, c'est de la volonté des pays de dominer. Il n'y a pas de loi qui va les obliger de le faire. Alors, il y a des pays qui vont s'engager et dire oui, on va réduire en 2040, 2050. Mais qu'est-ce qu'on dit qu'en 2040, 2050, comme aux États-Unis, un Trump arrive et dit ah, moi je sors de cet accord. Ouais. Ça ne m'engage pas. Ça n'engage pas le pays. On est confronté à des questions comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il nous faut un multilatéralisme sincère, ouvert, où le système est basé sur des règles observées, acceptées et respectées par tout le monde. Et les intérêts peuvent être divergents. Mais sinon, on ne peut pas s'engager comme ça sur des choses qui sont pas, comment dire, qui sont pas réglementées, qui sont pas obligatoires, qui restent simplement dans le domaine virtuel et qui ne seraient pas réels. Il faut que les pays s'engagent à faire les financements qu'il faut. Si on veut que les pays africains, les pays sous-développés, les pays en voie de développement s'engagent dans la transition énergétique, mais il faut mettre l'argent. Il faut mettre l'investissement qu'il faut. C'est inacceptable qu'on ne puisse pas, dans nos pays, avec tout ce qu'on a comme vent, tout ce qu'on a comme pétrole, qu'on ne puisse pas principaliser totalement l'énergie renouvelable dans nos pays. Il n'y a même pas d'usine qui va faire... Où est l'usine en Afrique qui fait les panneaux? On est même obligé d'importer les panneaux solaires. Oui. Ceci est inacceptable. Si on veut vraiment aller dans le sens d'un développement durable, c'est maintenant qu'il faut investir dans l'industrialisation au niveau justement de ces panneaux solaires, au niveau de ces éoliennes, qu'on puisse les fabriquer ici, que ça ne revienne pas cher et qu'on puisse ainsi assurer une transition. Pour un développement durable, il faut de la sécurité. Il y a un sommet en France sur la paix et la sécurité. Au-delà de ce sommet, il y a eu des rencontres bilatérales entre certains présidents et des présidents français. Beaucoup estiment qu'aujourd'hui que la France est dans une situation économique lamentable, qu'elle cherche à s'accrocher encore plus à l'Afrique pour survivre. Parce que c'est le seul pays au monde qui a une centrale nucléaire, qui est le puissant nucléaire, qui n'a pas d'uranium, qui ne reste pas de Niger. Ça c'est vrai. Et les enjeux au Mali avec Arlit. L'uranium d'Arlit qui fait que les Français vont rester avec Barkhane. Ah, ça c'est une très vaste question. Mais juste un point sur ce que disait, pour clore ce sujet-là, hein, notamment sur la COP26 de Glasgow. C'est vrai. Et ça aussi, je pense qu'ici on peut rendre peut-être un hommage un peu au plaidoyer du président Macky Sall, hein, qui sur cette question il prend quand même un certain nombre de leadership, parce que actuellement il y a un débat de fond macroéconomique, c'est sur l'allocation, sur l'augmentation des DTS, les fameux droits de tirage spéciaux de chaque État. Et justement, il y a un plaidoyer qui avait été fait au mois de mai 2021 par le chef de l'État et aussi avec le président Macron. Ça me permettra de faire la transition un petit peu sur l'augmentation des droits de tirage spéciaux de l'Afrique. Vous passez de 33 milliards à 100 milliards. Et justement, moi, mon point de vue, c'est qu'avec cette augmentation-là, on devrait pouvoir utiliser une partie des DTS pour financer la transition écologique. Pour vraiment, ce que vous avez dit tout à l'heure, amorcer cette industrialisation-là qui veuille qu'on tienne de plus en plus compte des objectifs de développement durable pour permettre un développement qui soit inclusif, mais surtout durable. Pas un développement qui irait à l'encontre des intérêts de la nature. Maintenant, pour répondre à votre question, qui est plutôt géopolitique, hein, moi, mon simple avis, j'ai pas la prétention d'être un géopoliticien, moi je suis économiste. Mais c'est vrai qu'actuellement, il y a une tectonique des plaques qui se joue dans le giron français en Afrique de l'Ouest. Parce que vous savez très bien qu'au Niger, on a de gros soucis avec vraiment... Et tout ça, ça vient depuis la dislocation de la Libye.
de Muammar Kadhafi. C'est depuis lors que AQMI au Mali actuellement a élargi ses tentacules avec le basculement, la partition actuelle du Mali en deux, avec l'effacement de l'autorité de l'État sur la majeure partie du territoire, qui fait que actuellement, avec aussi la zone des 3 frontières entre le Burkina, le Mali et le Niger, actuellement, il y a des remous et il y a une tectonique des plaques en dessous qui se joue. Et c'est vrai aussi que, comblé à cela, il y a une prise en conscience de plus en plus accrue de la jeunesse africaine sur son besoin en autonomie, de défaire les derniers chaînons que la France avait mis ici en place pour au moins contrôler l'économie. C'est toutes ces choses-là qui font qu'actuellement, il y a un basculement qui peut être très prochain. Et surtout, il faudrait que les uns et les autres prennent tous les devants pour être sûrs d'aller dans le sens de l'intérêt général et dans le sens de win-win, not win-lose, lose-win. Non, on doit être dans un partenariat win-win parce que les conséquences peuvent être dramatiques et fâcheuses. Et actuellement, quand on prend toute la bande sahélo-sahélienne, il y a beaucoup de problèmes. Il y a du terrorisme, il y a des groupes insurgés, il y a un mécontentement de la population, il y a aussi... Parce que, et ça, je fais référence à une note des services secrets français qu'ils avaient intitulée l'effet pangolin. Les conséquences de la COVID-19 sur l'Afrique de l'Ouest. Et là, actuellement, on est en train de voir que on est en plein dans cet effet pangolin-là, parce que les économies qu'on avait étaient très informelles, mais avec le Covid-19, avec le confinement, les mesures barrières, les restrictions, ça a créé pas mal de tensions. Le tissu social est en ébullition, et c'est toutes ces conséquences-là qui, après, déteignent sur la paix et la sécurité. Mais est-ce que c'est ça qui fait que la France essaie de se repositionner d'une autre façon pour continuer à rester avec ces sommets? Oui, bien sûr. La France défend ses intérêts. Sans partir. Tous les pays ne défendent que leurs intérêts. Les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Des intérêts. La multiplication de ces sommets, en toile de fond, c'est de se repositionner. Ce qui fait que les Africains vont dans ces sommets, c'est parfois pour se mettre au diapason du débat mondial et ensuite pour profiter de certains financements, de certains projets. Et enfin se rencontrer parfois certaines personnes. Évidemment, face au G20 qui s'est déroulé à Rome, face au sommet qui s'est déroulé en Écosse, il fallait aussi que les francophones fassent quelque chose. Il faut savoir qu'il y avait 30 gouvernements, dont 12 africains. Il y avait quand même des gouvernements qui venaient d'autres continents. Il y avait des chefs d'État qui venaient aussi d'autres continents. Et ensuite, la question principale, c'était les fractures. Et effectivement, dans le domaine, on l'a vu, dans le domaine de la Covid, 6% des Africains sont vaccinés, 60% en Europe. Voilà une inégalité, voilà une fracture qui est inacceptable. Donc, il faut aider les Africains. Il faut dire aux Africains, le moment est venu de faire une industrie de vaccins, une industrie de produits pharmaceutiques. On ne peut pas se contenter de dire que oui, le marché mondial est là, on peut s'approvisionner à moindre coût. Il y a des questions qui relèvent de la sécurité d'un pays. Du point de vue économique, la question de l'industrialisation, c'est une question de sécurité. Il y a des domaines où, effectivement, il vous faut avoir votre industrie. Sinon, du point de vue de la sécurité économique, il y a des failles dans votre gouvernance. Ce qu'il a dit sur un peu les problèmes qu'il y a dans certains pays africains, il faut aussi dire la vérité. Ce n'est pas simplement la question de la Libye. Ce n'est pas simplement le démantèlement de la Libye qui a amené tous ces problèmes-là. Mais c'est l'inexistence de véritables États. Oui. Bien sûr. Certains pays africains. Nous avons parfois ce qu'on appelle, les Anglais appellent les shell states, c'est-à-dire des États shell, carapaces, des parodies d'États. Oui. Vous avez des institutions, mais qui ne fonctionnent pas. C'est ça. Vous avez des armées, on a vu au Nigeria ou dans certains pays, vous avez des armées où le budget prévoit des milliards et après on se rend compte que les armes n'ont pas été achetées. Oui. Il y a des questions comme ça. De gouvernance. Même au Mali, ça fait partie des raisons de la chute de IBK. Mais ça c'est grave. On le voit même en Afrique. En Afrique centrale aussi, des manquements politiques. La corruption, la question de mauvaise gouvernance. Ça, c'est des problèmes qui sont très graves et c'est des problèmes qu'il faut régler. Parce que moi j'ai l'impression que
en vous écoutant énumérer toute la liste là, des problèmes, qu'on est presque... C'est vraiment un grand bond en arrière, quoi. Ça me... un petit peu, c'est comme la période des ajustements structurels. Quand on listait tous les problèmes de l'Afrique. Je me rends compte que 30 ans après, on est encore en face des mêmes problèmes. On parle de corruption. Est-ce que réellement, il y avait un bon en avant? Est-ce que c'était pas de la poudre aux yeux encore? Non. Moi, je parle du bon en arrière par rapport à 2021. Dans les années 90, on parlait de ça. Demandez aux Sénégalais qui sont au Mali, demandez à la police sénégalaise, demandez aux gens qui se rendent compte que mais ils font presque tout. Oui. Qu'il y a des pays où véritablement il n'y a pas d'État. La question, il faut voir ça, il faut être sérieux, il faut qu'on se dise la vérité. Hein? Vous avez des pays où vous voyez des dirigeants parader dans le monde avec toutes les formes de richesse, alors que dans le pays, il n'y a même pas d'eau courante. C'est la misère la plus totale. Il y a des choses qui sont inacceptables. Absolument. Je pense que ça aussi, c'est essentiellement ça, hein, le problème de l'Afrique. C'est pas simplement l'impérialisme, c'est pas la domination franco-européenne. Bien sûr, il y a... Non, c'est notre façon défaillance c'est ça. Interne. À avoir des dirigeants admirables, des dirigeants honnêtes. Le problème des jeunesses qui sont en train aujourd'hui de perturber partout en Afrique, c'est qu'il y a des réponses qu'on ne leur a pas données à des questions qui se posent dans le pays. Et surtout, voilà. le problème, ce qu'on ne prend pas souvent en compte, c'est qu'actuellement, il y a une horizontalité de l'opinion. Parce qu'à l'époque, on pouvait faire ce qu'on veut. Mais maintenant, il y a les réseaux sociaux tout le monde est qui font que tout le monde est au courant et les gens sont de plus en plus exigeants vis-à-vis de leurs dirigeants. Voilà, le temps que nous vient de terminer malheureusement. Merci infiniment à Elhadj Alioune Diouf, professeur d'économie internationale à l'UCAD à l'ENA. Merci à Seydina Aliou Ndiaye, commissaire aux enquêtes économiques. Oui, il a été ici au Sénégal. Merci infiniment. Mes respects, monsieur le commissaire. Merci infiniment, commissaire. Merci à Birane Cissé. Merci à Birane Cissé pour la partie technique. Bon dimanche à tous. Bon dimanche. Vous écoutez iRadio 90.3, la première radio-vision du Sénégal.